bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'auditorium du mahJ pour célébrer le centenaire de la disparition de Franz Kafka. Merci beaucoup à vous. En plus, ça tombe vraiment, c'était vraiment il y a 100 ans. Enfin, ce sera vraiment demain, parce qu'en effet, il est mort le 3 juin 1924. Donc pour célébrer ce centenaire, on a eu envie ici au mahJ d'organiser une semaine entière qui serait consacrée à Franz Kafka. Alors pour ça, on s'est dit on va quand même pas travailler tout seul. On a besoin d'être bien entouré. Il n'y a pas de programmation qui est mieux faite que quand elle est partagée avec d'autres, et surtout d'autres qui connaissent très bien les sujets dont on va parler. Donc, nous avons proposé à Léa Veinstein, qui est à mes côtés, de construire avec nous un programme. Donc, merci beaucoup Léa d'avoir accepté notre proposition et d'avoir travaillé depuis plusieurs mois pour vous proposer tous ces événements. Donc Léa, je la présente parce qu'elle ne va pas se présenter toute seule, mais vous allez la voir beaucoup. Donc Léa Veinstein, comme vous vous en doutez, est spécialiste de Franz Kafka. Cela fait de nombreuses années qu'elle travaille sur cet écrivain et il a été notamment l'objet de sa thèse en philosophie. Et elle vient de publier récemment aux éditions Flammarion un récit qui s'intitule « J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire » où elle nous raconte comment elle a suivi les traces des manuscrits. Je vous le dis en très très bref, mais je vous invite à aller acheter le livre qui est disponible à la librairie. Voilà. Donc peut-être je vais laisser Léa vous dire quelques mots déjà sur cette semaine et un peu le fil conducteur qu'on a choisi pour vous parler de Kafka aujourd'hui en 2024. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là. Merci Sophie Andrieu et Joseph Hirsch qui n'est pas loin. Merci de m'avoir fait confiance. J'ai l'impression qu'on a eu tous les trois très vite un élan et un grand enthousiasme à l'idée de pouvoir construire une semaine entière autour de Kafka et à cette date. Et donc c'est assez émouvant pour nous de voir la semaine naître aujourd'hui avec vous. Il y a des formes très différentes. Vous verrez si vous regardez le programme. On a voulu ça. On a voulu des discussions, mais on a voulu aussi des écoutes. On a voulu une projection. On a voulu la projection d'une série aussi. Voilà, on a eu envie de donner voix à Kafka et différentes voix à Kafka à travers aussi plusieurs langues. Vous allez le voir puisqu'on a des invités qui viennent du monde entier. On a eu envie de cette pluralité-là et aussi de ce présent. On a commencé ce matin la semaine avec un spectacle pour enfants. Donc la salle était remplie d'enfants ce matin pour Kafka et c'était très beau. Et j'en profite pour d'ailleurs vous montrer ce visuel et peut-être c'est ça qui va me permettre de donner le fil rouge de la semaine. C'est une image de Franz Kafka le jour de sa bar mitzvah que je trouve absolument bouleversante parce qu'il y a déjà ce regard et il y a déjà ce chapeau. Et voilà, il y a quelque chose qui est lancé comme ça vers l'avenir et donc on a voulu la mettre en exergue pour cette semaine qui est elle aussi tournée vers l'avenir, j'espère, et qui va avoir pour fil rouge, évidemment ici au mahJ, la question du rapport de Kafka au judaïsme. Et pour donc explorer toutes ces questions, on est très heureux de recevoir tout au long de la semaine un grand nombre d'invités, et notamment des invités qui viennent de différents pays d'Europe et aussi d'Israël. Et on n'aurait pas pu donner cette couleur européenne et internationale à ce cycle si on n'avait pas eu les partenariats de 3 centres culturels donc à Paris, le Centre tchèque, le Forum culturel autrichien et le Goethe-Institut, qui nous ont soutenus, mais également qui nous ont inscrits dans leur programmation Kafka 2024.
Et nous a semblé que c'était vraiment symboliquement très fort que le mahJ soit associé à ces 3 centres culturels, à ces 3 pays européens pour célébrer Kafka. Donc voilà, on tient à les remercier et on tient à souligner cette particularité, on peut dire, de ce centenaire. Alors maintenant, pour ouvrir cette semaine, on a décidé de poser une question vraiment très très simple et très fermée. À qui appartient Kafka ? Et pour ça, donc, nous avons proposé à l'essayiste et journaliste Benjamin Balint de s'entretenir avec Léa Veinstein, où on leur a proposé plutôt à tous les deux d'être en conversation et d'explorer cette question, notamment à travers la question des manuscrits de Kafka, dont ils sont tous les deux spécialistes. Donc, je vais laisser Léa, qui va changer de casquette, mais elle en a plusieurs pendant toute cette semaine, la remercier encore, remercier Benjamin Balint et vous, et on vous donne rendez-vous donc pour la suite, à partir de mardi. Surtout, n'hésitez pas à prendre notre programme, qui est disponible à la sortie de la salle et aussi à la billetterie. Et vous pourrez retrouver nos invités à la librairie pour la signature de leurs 2 ouvrages à l'issue de la rencontre. Merci beaucoup. Alors, je vous parlais de la rencontre de ce matin. Et ce matin, pour introduire le spectacle pour les enfants, j'ai parlé d'un texte de Kafka qui s'intitule « Joséphine ». J'ai parlé de l'histoire de cette petite souris. Et pour introduire cette première discussion, j'avais envie de vous parler d'un autre texte de Kafka qui n'est pas très connu, et qui s'intitule « Le grand nageur ». C'est l'histoire d'un nageur olympique. Donc vous pensiez avoir échappé aux Jeux olympiques en venant ici, mais non. C'est l'histoire d'un nageur qui rentre des Jeux olympiques dans sa ville natale et qui a gagné le record mondial de natation, qui a battu tous les records. Il rentre dans sa ville natale où il est accueilli et il doit faire un discours de victoire. Et il commence son discours en disant « Oui, j'ai gagné le record mondial de natation, mais je n'ai pas de patrie, je ne sais pas qui vous êtes et je ne comprends pas votre langue. » Alors je pensais à ce texte pour commencer cette discussion. Je suis très heureuse d'accueillir Benjamin Balint aujourd'hui, qui vient de Jérusalem. Comme Sophie l'a dit brièvement, donc vous êtes écrivain, journaliste, essayiste. Vous écrivez pour plusieurs journaux en Israël et aux États-Unis. Vous êtes l'auteur du premier livre sur l'histoire qu'on va raconter cet après-midi, qui est l'histoire des manuscrits de Kafka, qu'on voit ici, traduit en français aux éditions La Découverte, le dernier procès de Kafka, et qui était paru en anglais 2 ans auparavant, en 2018. Et vous allez nous raconter, mais vous avez depuis Israël pu assister au dernier procès de Kafka qui a eu lieu en 2016. Vous nous le raconterez. Vous avez pu aussi rencontrer des protagonistes qu'on va vous présenter cet après-midi de cette histoire incroyable. Donc vous êtes parmi les seuls à les avoir rencontrés. Et dernière chose, pour vous dire à quel point je suis heureuse de vous retrouver, on a commencé cette discussion à Jérusalem lorsque je suis allée voir les manuscrits de Kafka pour mon livre, il y a 2 ans maintenant, en 2022. Donc c'est aujourd'hui une discussion qui se poursuit. Je vous propose qu'on commence par raconter l'histoire parce que le public français ne connaît pas beaucoup l'histoire des manuscrits de Kafka. Alors vous allez voir qu'elle nous emmène très loin, puisqu'elle nous emmène jusqu'à des procès très récents qu'on va vous raconter. Mais peut-être on peut commencer par le commencement, et donc par la mort de Kafka, il y a 100 ans, jour pour jour, et par ce testament qu'il va laisser à l'adresse de son ami Max Brod. Donc nous sommes à Prague. Il y a cette enveloppe et peut-être vous pouvez commencer
par nous parler de cet homme, Max Brod. Pourquoi Kafka adresse-t-il cet ultime testament à Max Brod? First, let me thank all of you for being here. Let me thank the entire mahJ team. Above all, Léa for bringing me here and accomplishing two miracles. The first, bringing me from Jerusalem, and the second, for allowing me to speak today to you in English. Ça, c'est Marie. Alors, je voudrais commencer... Marie Furthner, le second miracle. Voilà, la voix de Benjamin aujourd'hui. Je voudrais d'abord faire mes remerciements, vous remercier d'être ici aujourd'hui, remercier le mahJ de m'avoir invité et évidemment, Léa, merci pour deux choses. Merci d'abord pour m'avoir rencontrée à Jérusalem et merci de poursuivre cette conversation ici aujourd'hui. Léa's book and mine essentially tell, I would think of it, two major stories. The first is the greatest literary betrayal, really in the history of literature. We'll begin with that. And the second is the most fascinating case having to do with disputed literary heritage. Alors en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont deux histoires. La première, c'est ce que je qualifierais de trahison, la plus grande trahison de toute l'histoire littéraire. Et c'est par ça qu'on va commencer. Mais il s'agit aussi d'un cas judiciaire absolument extraordinaire qui parle d'héritage littéraire. The first story begins exactly 100 years ago tomorrow. And that is that after the death of Kafka, just a month shy of his 41st birthday of tuberculosis, his very closest friend, Max Brod, who at the time was a much more prolific and much more accomplished writer and much more well-known than Franz Kafka was, goes back to Kafka's home and finds two notes that were in effect Kafka's last instructions. Alors, la première histoire commence il y a 100 ans, à partir de demain, où à peu près un mois après la mort de Kafka, qui est mort de tuberculose, Max Brod, son ami proche, qui à l'époque était beaucoup plus accompli, qui était beaucoup plus reconnu que Kafka, va chez lui et retrouve deux notes écrites de la main de Kafka, qui sont en réalité ses dernière volonté. And both of these notes said the same thing. Dear Max, I want you to burn all of my manuscripts unread. This includes all of my unfinished stories, my 3 unfinished novels, of course my letters and my diaries. Les deux notes disent à peu près la même chose. Elles disent à Max Brod, brûle tous les manuscrits sans les lire. Toutes les histoires non finies, mes 3 romans inachevés, toutes mes lettres et tous mes journaux. Now, starting in June 1924, Max Brod dedicated the rest of his life to betraying Kafka's will. Not only did he not burn the manuscripts, but he preserved them, edited them, published them, and in a sense rescued them. And let me just add, if I may, there was actually multiple rescues here. The first was Max Brod rescuing the manuscripts from Kafka's own will. The second is rescuing these manuscripts and rescuing especially the short stories from oblivion, from forgetfulness. The greatest creation that Max Brod ever accomplished in his life was the creation of the figure, the myth of Franz Kafka. And the third, which we'll get to in a moment with Léa's help, is that he physically rescued Kafka's manuscripts from the Nazi occupation of Prague. Et donc, à partir de juin 1924, Max Brod va consacrer sa vie à la plus grande trahison, puisqu'il n'a absolument pas suivi les dernières volontés de Kafka et qu'il n'a absolument pas brûlé les manuscrits. Au contraire, il a passé le restant de ses jours à préserver l'œuvre de Kafka, à l'éditer, à la publier et en quelque sorte à la sauver.
Et je dirais qu'en fait, il y a eu plusieurs sauvetages, puisque Max Brod a fait plusieurs choses. Il a d'abord sauvé les manuscrits de la volonté de Kafka. Il a sauvé notamment les nouvelles de Kafka, de l'oubli. La plus grande création, finalement, de Max Brod, c'est le mythe de Kafka. Et puis, la dernière chose dont on parlera plus tard, c'est le sauvetage physique des manuscrits au moment de la prise de Prague par les nazis. Alors peut-être on peut en parler justement maintenant. C'est en effet ce qu'on pourrait appeler le second sauvetage des manuscrits. Au moment où Max Brod va quitter Prague, il quitte Prague vraiment in extremis, c'est-à-dire au moment même de l'arrivée des nazis dans la ville. Et il y a cette espèce de mythe selon lequel il choisit de prendre dans sa valise non pas ses écrits à lui, alors que comme vous l'avez rappelé, il écrit aussi, mais les manuscrits de Kafka qui vont donc faire avec Max Brod et sa femme ce premier trajet donc, que moi j'aime bien imaginer comme des pointillés sur une carte, ce premier trajet de Prague vers Tel Aviv. L'image que vous voyez juste pour c'est Max Brod grâce à Benjamin Balint qui nous a envoyé cette image. C'est Max Brod le jour de son arrivée à Tel Aviv, donc on est en mars 1939. In quick succession, Max Brod edited and then published the three unfinished novels that Kafka had left behind. And then he was desperate in March 1939 to get out of Prague as literally the German troops were coming the other way. He and his wife, who you see next to him here, Elsa Brod, were able to catch the last train out. And as Léa mentioned, they left in haste. They carried one suitcase, leather suitcase, stuffed full of Kafka's manuscripts, and they traveled to the only place that offered them refuge, and that was then Palestine. And this is the day of their arrival at the Tel Aviv port. Donc très rapidement, Max Brod a édité et publié les 3 romans inachevés de Kafka. Et en mars 1939, très rapidement, il a souhaité quitter Prague. Les troupes allemandes arrivaient littéralement sur la ville. Et donc lui et sa femme Elsa ont pris le tout dernier train à la hâte. Donc comme Léa vous l'a dit, ils n'ont emporté avec eux qu'une seule valise, une valise de cuir dans laquelle ils avaient entassé les manuscrits de Kafka. Et donc ils sont partis se réfugier dans le seul endroit qui pouvait être considéré comme un refuge à l'époque, la Palestine. Et ici, on les voit à leur arrivée à Tel Aviv. In essence, these manuscripts that he was carrying were like a thread that connected him, first of all, to his closest friend, Franz Kafka, and secondly, they connected his post-war life, after the great rupture of the war, to his pre-war life. They connected the post-war life that he lived in Tel Aviv to the pre-war literary popularity that he was very much in the center of the Prague Circle, as it was called, before the Second World War. Et ces manuscrits ont en fait servi de fil conducteur pour Max Brod, puisque ça a créé un lien entre lui et son ami le plus proche, Franz Kafka, mais cela lui a aussi permis de créer un fil entre sa vie après que la guerre a éclaté à Tel Aviv et sa vie d'avant la guerre à Prague, où il était vraiment au centre du cercle littéraire de Prague. Max Brod, starting on this day, faced an uphill battle. One, because of the early suspicion in Israel of the German language as such, for obvious reasons. And here is a German writer who has published all of his novels and all of his texts only in German, trying to then transport his language and his life to this new sunburnt country. And the second way that he faced an uphill battle
was that there something more specific to the themes that characterized Kafka's work, which is to say a kind of weak son and a very dominant, strong father. Whereas the entire ethos in those years in the new Jewish state was precisely the reverse, in a sense, was the idea that the diaspora fathers were the victims and the pioneering sons were the strong ones who are building this country. Alors ce jour-là, Max Brod a vraiment compris qu'il allait devoir batailler sur deux fronts. Premièrement, eh bien, il arrivait en tant qu'écrivain de langue allemande dans un État, et pour des raisons évidentes, qui voyait les écrits de langue allemande avec suspicion. Deuxième bataille, les thèmes même abordés par Kafka, puisque l'œuvre de Kafka tourne autour de cette idée du fils faible devant un père fort et dominant. Alors que l'éthos de l'État juif nouvellement créé était tout l'inverse, c'est-à-dire l'idée de père de la diaspora étant des victimes et de fils étant les pionniers forts qui reconstruisaient un pays. So now we speed up chronologically, and we speed up with the help of another engine that draws together the various parts of the story, and that is the engine of childlessness. Franz Kafka did not have children, neither did Max and Elsa Brod. Therefore, this becomes an engine that brings us to the present, because it becomes an engine of inheritance. Et évidemment, on va avancer chronologiquement avec l'idée que Franz Kafka n'a jamais eu d'enfant, Max Brod et sa femme non plus. Et cela nous permet d'avancer jusqu'au moment présent, puisque ça va nous obliger à parler d'héritage. So in editing and publishing the manuscripts that he brought to Tel Aviv, which are thousands of pages, Max Brod needed help. To do that, he hired a woman, and this introduces the last part of the last characters of this story, a woman named Esther Hoffe, who was herself a refugee from Nazi-occupied Prague, who understood Max Brod very well. And they became, in the description of their daughter to me, a kind of ménage à trois, in the sense that he grew very, very close to this other couple that was named Esther and Otto Hoffe. Et pour éditer et publier ces centaines de pages de manuscrits, évidemment, Max Brod avait besoin d'aide. Et c'est là qu'on commence à présenter les derniers personnages de l'histoire. Et il a demandé de l'aide au personnage suivant, Esther Hoffe, qui était elle-même réfugiée de Prague et qui comprenait très bien Max Brod. Et donc, ça s'est transformé en une sorte de ménage à trois, puisque Max Brod s'est rapproché du couple que formaient Esther Hoffe et son mari Otto. So that's an image of Esther Hoffe and Max Brod working on Kafka's manuscripts in the 1960s in Brod's apartment on a Barbanel Street in Yarden Street in Tel Aviv. Et donc, dans les années 1960, on pouvait les imaginer en train de travailler ensemble sur les manuscrits de Kafka à Yarden Street, à Tel Aviv. So, Max Brod dies in 1968 in Tel Aviv, as I say, without children, and he leaves all of his own estate, together with the priceless manuscripts of Franz Kafka, entirely to Esther Hoffe. And he says, well, let me just put it this way, he was a better writer of novels than he was of wills. Et Max Brod meurt en 68, comme je l'ai déjà dit, sans enfant. Il décide de laisser absolument tout ce qu'il possède, y compris ces manuscrits incroyables, à Esther.
Et je dirais les choses comme ceci, il avait plus de talent pour écrire des romans que pour écrire des testaments. So now, again, we're going to come to the present finally. And Esther, after Max Brod dies, does something that Max Brod never dared to do in his lifetime. Max Brod never made a single dollar, or in this case, a single shekel, off of the publication of Franz Kafka's works. In 1988, Esther Hoffe goes to Sotheby's in London and auctions off one of the papers that was rescued by Max Brod, and that's the original manuscript of the unfinished novel, The Trial. For this, she gets the equivalent of more than $2 million, the largest sum ever paid for a modern literary manuscript. Donc après la mort de Max Brod, Esther va faire quelque chose que Max Brod n'a absolument jamais fait de son vivant, puisqu'il n'a jamais rien gagné sur le dos des œuvres de Kafka. En 1988, elle va aller à Sotheby's à Londres pour vendre en auction, aux enchères, pardon, excusez-moi, le manuscrit inachevé du roman Le Procès, pour lequel elle va recevoir 2 millions de dollars, c'est-à-dire la somme la plus importante décernée à un manuscrit de littérature moderne. Unluckily for Kafka scholars around the world, Esther Hoffe lived to 102. Malheureusement pour tous les spécialistes, cette femme a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Esther Hoffe dies in Tel Aviv in 2007 and in turn bequeaths all of the Max Brod archive and the Kafka papers to her 2 daughters, Ruti and Eva. Donc Esther meurt finalement à Tel Aviv en 2007 et à son tour choisit de léguer toutes ses archives et tous ses manuscrits à ses 2 filles, Ruth et Eva. Maybe we can go to the next image. This is Eva Hoffe as I came to know her. She's standing next to Max Brod's grave in Tel Aviv. She was extremely devoted to Max Brod, and she regarded Max Brod as her father figure. Et donc voici Eva Hoffe telle que je l'ai connue. Elle est là devant la tombe de Max Brod à Tel Aviv. Elle lui était tout à fait dévouée et le voyait comme une figure de père, vraiment. Et peut-être on peut juste ajouter qui a acheté le manuscrit du procès à Londres, puisque là, ça va nous amener vers les enjeux et les questions des derniers procès. Qui a fait l'acquisition de ce manuscrit alors, en 1988? The more desperately you want to buy something, the less public you should be about it. Let me tell, before I get to Sotheby's, I'll tell another Jerusalem story in 2 sentences. Famous scholar of mysticism, Gershom Scholem, he produces a list, a bibliography of books that are missing that he really, really, really needs. Mostly books in Hebrew of Jewish mysticism. This turned out, of course, to be his gravest mistake, because all the booksellers and auction houses in the world elevated those exact books and inflated the prices. Je vais en venir à l'histoire de Londres, mais avant j'ai une anecdote, simplement pour dire que quand on veut désespérément acquérir quelque chose, il ne faut pas le dire trop fort. Donc un auteur et spécialiste du mysticisme juif, Gershom Scholem, qui a écrit une bibliographie de toutes les œuvres qu'il souhaitait acquérir. Et malheureusement, c'est une des pires erreurs qu'il ait pu faire, puisque tous les lieux d'enchères et toutes les librairies se sont mises à augmenter le prix précisément de ces œuvres qu'il souhaitait acquérir. And here, finally, to get to Léa's question, enters into another character in our story, and that is the German Literaturarchiv in Marbach, essentially the greatest home of German language literature and literary manuscripts in the world.
Et donc, je réponds enfin à la question. En fait, l'entité qui a acheté les manuscrits n'est autre que les archives littéraires de Marbach en Allemagne, qui est le lieu qui compte le plus de manuscrits littéraires allemands au monde. Not wishing to drive up the prices, Marbach did not bid for the original manuscript of Der Procès. Instead, through a kind of tricky means, it put up a completely unknown German antiquarian bookseller. He put up this huge sum to buy it, and 24 hours later, he sold it to the Marbach archive. Alors, Malbach n'a pas fait l'erreur de dire directement qu'il voulait acquérir le manuscrit, donc ils ont fait intervenir un intermédiaire, un antiquaire tout à fait anonyme, qui a proposé une somme d'argent absolument gigantesque pour le manuscrit, et ensuite, une fois qu'il l'a obtenu, il l'a revendu à Malbach. So now bringing the story to the present. In 2007, Esther Hoffe dies, and Eva Hoffe goes to the family court in Tel Aviv for a perfectly routine probate of the will. Donc, pour en revenir à ce qui s'est passé ensuite, Esther meurt en 2007. Et Eva se retrouve à aller au tribunal pour une question purement administrative, c'est-à-dire vérifier la validité du testament. At the very last moment, a lawyer, and here's the last character entering our story, a lawyer for the National Library in Jerusalem, essentially the equivalent of Marbach, but for the Israeli side, sees a notice of the probate, which is of course made public every week, and races to the court and yells "Stop!" Et donc à la toute dernière minute, un avocat qui est l'avocat de la Bibliothèque nationale israélienne, donc l'équivalent de Malbach mais en Israël, voit publier le rendez-vous au tribunal, accourt au tribunal et arrive en plein milieu de l'audience et hurle "Stop!" And this lawyer whom I interviewed, and I think you did also, he essentially exploited what we earlier mentioned was the ambiguities of the will of Max Brod to say that that will could not be fully executed, and furthermore, the manuscripts of Franz Kafka are national cultural treasures. They do not belong in family hands. Et cet homme que j'ai interviewé et que tu as interviewé toi aussi a exploité l'ambiguïté qui existe dans le testament de Max Brod pour expliquer qu'on ne pouvait pas s'y fier totalement et qu'en réalité les manuscrits avaient une valeur de trésor national et qu'ils ne devaient pas être conservés par une famille individuelle. Et donc là, on va arriver en fait à une procédure judiciaire à 2 étages, si on peut dire. C'est-à-dire que 2 questions vont commencer à s'imbriquer. D'une part, la question propriété privée ou propriété publique ou patrimoine. Et d'autre part, à l'intérieur de cette question du patrimoine, on en vient à notre titre d'aujourd'hui, le patrimoine de qui ? À qui appartient Kafka. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir compris avant que l'Allemagne va entrer dans le procès et va utiliser le même argument, c'est-à-dire l'argument de la langue dans laquelle écrivait Kafka, l'allemand, pour dire que ça peut tout aussi bien être le patrimoine allemand. So this trial that began with the yelling of "Stop!" in late 2007 wound its way up through the courts in a truly Kafkaesque way over the course of 9 years, appeal after appeal. By the way, I think it's very appropriate that it started in a family court because essentially this became a sort of literary custody case. Donc, les choses commencent en 2007 de façon tout à fait dramatique avec cet avocat qui arrive et qui hurle "Stop!". La procédure va durer
des années de manière tout à fait kafkaïenne, avec un appel puis un autre appel, etc. Et c'est quand même intéressant de noter que tout a commencé dans un tribunal familial, c'est-à-dire que c'est la question de où va être placée l'œuvre de Kafka. And essentially, I'll say this. It ended up in the Supreme Court in Jerusalem in the summer of 2016. And I had I was attending the hearing, and I had a very clear, distinct sense that really the conversation was working on two different registers. Alors, tout s'est terminé à la Cour suprême de Jérusalem en 2016. J'étais à l'audience et j'ai vraiment eu la sensation très distincte qu'il y avait deux questions qui se posaient. On the surface, it was a highly legalistic conversation between three teams of lawyers, those representing the Germans, those representing the Israelis at the National Library, and those representing Eva Hofe. I'll just mention parenthetically that Ruti, the other sister, died in the meantime as this trial was going up, and Eva blamed the stresses of that trial for her death. Alors, la première conversation était une conversation très pointue sur des choses juridiques, avec trois équipes. Donc, d'un côté, le côté allemand, le côté israélien, et puis l'équipe d'Eva Hofe. J'ajouterais que la sœur d'Eva, Ruth, est morte en plein milieu de tous ces procès, et que Eva a dit que le stress encouru pendant les procès était à l'origine de sa mort. The second register, boiling beneath the surface, was heavily ideological and was all about artistic belonging and about the very, very fraught memories that each of these countries brought to the courtroom that day. After all, we're not talking about just any two countries, we're talking about precisely these two countries. Et la deuxième conversation sous-jacente, mais qui était pourtant très présente, était une conversation idéologique d'appartenance artistique, avec toutes les mémoires déformées qui ont été apportées au tribunal ce jour-là. N'oublions pas que ce n'est pas n'importe quel pays, mais qu'il s'agissait de ces deux pays-là en particulier. Et d'ailleurs, l'avocat de la bibliothèque que j'ai pu aussi rencontrer m'a raconté à quel point ils ont été surpris que l'Allemagne décide d'entrer dans le procès, parce qu'en fait, ils ont pensé pendant longtemps que voilà, l'Allemagne allait laisser faire et allait faire profil bas dans cette affaire. Et en fait, non, ils ont envoyé leurs meilleurs avocats et ils ont été dans une stratégie juridique même assez agressive vis-à-vis d'Israël. Peut-être une question aussi, quelque chose qui est important que vous pouvez nous dire, c'est quel est l'enjeu profondément pour Israël à ce moment-là? Quel est l'enjeu? Pourquoi faut-il que Kafka devienne leur patrimoine? Unlike his closest friend Max Brod, Kafka was not a Zionist. And we have a lot of references in letters, for example, where Max Brod is always trying to bring, to kind of recruit Kafka into this or that Zionist meeting. When Martin Buber comes before the First World War to Prague, and he gives 3 famous lectures there, and he's really struggling to bring, Kafka into the room. So he's not a Zionist. He never stepped foot in Palestine. He died before there was a state. On the other hand, he was very deeply interested in both the Yiddish language and in the Hebrew language. Alors, contrairement à Max Brod, Kafka n'était pas sioniste. On a plusieurs lettres
qui montre Max Brod essayant de convaincre Kafka à aller à des meetings, à le recruter. Quand, par exemple, Martin Buber était venu pour ses conférences, il essayait à tout prix de faire venir Kafka et Kafka était extrêmement réticent. Kafka n'est jamais allé en Palestine, il est mort avant la création de l'État. Mais pour autant, Kafka s'intéressait au yiddish et il s'intéressait à l'hébreu. As a matter of fact, in the last year of his life, Kafka was joking with his last lover, Dora Diamant. Maybe we'll go to Palestine, we'll open a restaurant, and you'll be the short order cook, and I'll be the waiter. Et d'ailleurs, dans la dernière année de sa vie, il s'amusait avec sa dernière maîtresse, Dora Diamant, en parlant de l'idée de partir en Palestine, d'ouvrir un restaurant dans lequel elle serait le chef et lui serait le serveur. This image is a photograph I took at the National Library of one page of Kafka's Hebrew vocabulary notebooks. These are not the ordinary words that you would learn when you're learning a new language. They're very, very particular words. They offer like a slice, a psychological slice into Kafka's mind. For example, if you can see it, at the top right is the word gaon, which means genius. There's the word shachefet, which means tuberculosis. There is the word malshin, which means informer. Alors ici, vous avez donc une page d'un des cahiers de vocabulaire de Kafka. Alors vous remarquerez que donc, ce n'est pas le vocabulaire habituel que l'on apprend quand on commence. Vraiment, ça vous donne comme une tranche de la psychologie de Kafka. Hein. Donc vous verrez des mots comme génie, tuberculose ou espion. And here I just must tell an anecdote, which is that in the 1980s, Jacques Derrida comes to Jerusalem, and he comes to the very institute where Léa and I met, called the Van Leer Institute, to deliver a famous lecture about the text Before the Law, Vor dem Gesetz. Which text? It's called Before the Law. Vor dem Gesetz in German. Mm-hmm. Alors, petite anecdote, dans les années 80, Jacques Derrida est venu dans l'institut où on s'est rencontrés, toi et moi, et a demandé à lire un texte de Devant la loi. And I know it's hard to believe, but Derrida's lecture was even more full than this one. Et oui, donc cette conférence qu'il a donnée sur ce texte était encore plus remplie qu'aujourd'hui. Je sais, c'est difficile à croire. A friend of mine finds the only seat in the back row and listens to the lecture of Derrida and finds himself next to an elderly woman who had difficulty walking and she had crutches. Un ami réussit à trouver une place dans le fond de la salle et se retrouve à côté d'une vieille dame qui a du mal à marcher et qui a des béquilles. And he offers after the lecture to help her walk out of the auditorium, and they begin to talk. And this woman turns out to be Pua Menzel Bentovim, who at age 19 was Kafka's Hebrew teacher in Prague. Il commence à discuter après la conférence, il l'aide à sortir et il apprend que cette femme n'était autre que Pua Bentovim, qui était la femme qui s'est occupée de Kafka quand il a été malade, quand il a eu qui lui a appris l'hébreu au début de sa maladie. Pardon, excusez-moi. So, getting back to your question, full circle, from the Israeli perspective, they made a case that made certain assumptions, very fundamental assumptions, that although Kafka was a quintessential diasporic writer, his legacy belongs precisely in Jerusalem, as if Jerusalem sees itself as the culmination of diaspora culture, or another way to put it, as if Jerusalem sees itself as the proper ending of stories that began elsewhere. Et donc, en fait, la question fondamentale dans le procès, c'est que les hypothèses
étaient les suivantes, à savoir que Kafka était un auteur par essence de la diaspora et que par conséquent il appartenait au patrimoine de Jérusalem, comme si Jérusalem se voyait comme détenant la fin d'histoire qui avait commencé ailleurs. And meanwhile, from the German side, in the Supreme Court, they're arguing that language is dispositive. Kafka wrote, not only did he write, he lived, he breathed, he wrote in German, and not just any German, but a particularly, what Hannah Arendt actually called the most pure German of the 20th century. Côté allemand, l'hypothèse avancée était celle que l'essence, c'était la langue, parce que Kafka écrivait, vivait et respirait en allemand. Et pas n'importe quel allemand, mais l'allemand que Hannah Arendt a qualifié de l'allemand le plus pur du XXe siècle. And then there's all these astonishing polemics that have nothing to do with the actual point of law. For example, the Israeli side mentioning that maybe Germany is the last place that Kafka's physical, material legacy should be. After all, this is the country that killed all three of Kafka's sisters during the Shoah. Et puis ensuite, il y a eu toutes sortes de polémiques qui n'avaient rien à voir avec les arguments juridiques, comme par exemple l'équipe israélienne qui a émis le fait que peut-être que l'Allemagne était finalement le dernier endroit où le patrimoine de Kafka devrait se tenir, dans la mesure où c'est le pays qui a tué les 3 sœurs de Kafka pendant la Shoah. So these manuscripts have far more than material value in the sense of how much they can be sold for at a place like Sotheby's. For both of these countries, they had deeply symbolic weight. They had weight for, you might say, cultural prestige. Et donc, vous comprenez bien que les manuscrits, bien au-delà de leur valeur matérielle, avaient une valeur symbolique de prestige culturel. Et qui a gagné? You have to read both of our books, Il va falloir que vous lisiez les 2 livres, which are on sale upstairs. qui sont en vente au-dessus. Non, à l'inverse, on peut peut-être aussi mentionner l'argumentaire non seulement allemand, mais aussi l'argumentaire du côté des Hofe, donc pour la propriété privée, qui est quand même aussi convaincant, qui est que Israël est à ce moment-là dans une démarche d'appropriation de quelque chose qui ne lui appartient pas. That's right. So if you think of this trial as having 3 parties, the Israeli side, the German side, and the private side, we haven't yet really given voice to the private side. And that private side was on the shoulders of Eva Hofe, who at that time was already quite old. And she really felt that the entire trial was about the incursion into the privacy of her family, and wanted to pry away from her family that which was most valuable. Oui, alors si on voit ce procès comme un procès avec 3 parties, on a effectivement Israël, l'Allemagne et l'aspect privé, représenté ici par Eva Hofe, qui était déjà âgée lors du procès. Et elle voyait le procès vraiment comme une incursion dans son intimité, comme si lors de ce procès, l'intention était de lui retirer ce qui avait le plus de valeur. Some of you may know one of the late Kafka short stories is called The Hunger Artist, in which there's a man who makes an art out of his fasting. At the beginning, he's the center of this spectacle, and bands are playing, and his cage is bedecked with flowers, and he's the main attraction. And by the end of the story, people have forgotten about him because all he does is fast and fast and fast, and finally he's swept out of the cage with the straw. And I felt that there's a certain sense in which that runs parallel to Eva Hofe's life, in the sense that she found herself in the middle of a media spectacle when this was all going on, only to find herself after the trial to be in a situation of great neglect and poverty, I should add.
Ça me fait penser à cette nouvelle assez tardive qui s'appelle Le jeune de l'artiste. Hein, c'est ça, l'artiste du jeune ou l'artiste de la fin. Il y a plusieurs traductions. Le champion de jeune ou l'artiste de la fin. Dans lequel on a donc cet artiste qui est dans une cage, qui jeûne. On a des groupes qui jouent de la musique, des fleurs un peu partout, et puis on finit par oublier cette personne qui ne fait rien d'autre que jeûner finalement, et puis à la fin de l'histoire, on le sort de sa cage sans ménagement. Et je fais vraiment un parallèle avec Eva, parce qu'en fait, elle s'est retrouvée au milieu de ce cirque médiatique pendant le procès, alors qu'après, elle s'est retrouvée dans une situation de précarité et de pauvreté assez incroyable. Et les avocats en ont fait un personnage de folle, hystérique, vivant avec des chats, accueillant des chats errants dans son appartement, les chats errants devenant l'ultime menace qui pesait sur les manuscrits de Kafka, qu'elle conservait, et c'est pas faux, dans de très mauvaises conditions. Yeah, so the way I think of it is that each of these three sides had grounds for legitimacy, and each of them exceeded their own grounds. Maybe we can talk about that later, but Eva was extremely close her whole life. She herself never married, had no children, lived her entire life with her mother, Esther, until 2007, sharing an apartment with Kafka's manuscripts and about a dozen cats on Spinoza Street in Tel Aviv. On n'aurait pas pu l'inventer. Hein. Alors, moi, je pense que les trois parties avaient des arguments parfaitement légitimes. Dans le cas d'Eva, alors, pour donner un peu de contexte, elle non plus ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant. Elle a vécu toute sa vie avec sa mère. Et donc elle vivait dans l'appartement de ses parents, avec les manuscrits, avec une douzaine de chats, dans la rue Spinoza à Tel Aviv. Another anecdote. One time she called me late at night, and apropos of nothing, she mentioned the case of the Austrian writer Ingeborg Bachmann. Alors, autre anecdote, au beau milieu de la nuit, elle m'appelle une fois et se met à me parler de Ingeborg Bachmann. And many of you know how Bachmann ended. She was smoking in bed, and a great fire in her apartment, and she died a few days later. Alors, vous savez sans doute comment elle est morte. Elle fumait au lit, et un soir, on a vu de la fumée sortir de chez elle, et elle est morte quelques jours plus tard. So the conversation ended, and I think to myself, Eva doesn't smoke. Maybe what she's trying to communicate is a nightmarish end to this whole story, that having lost the case in the Supreme Court, which she did, she would go back home to Spinoza Street and bring this story full circle, and 100 years later almost fulfill Franz Kafka's will by burning all the manuscripts in her apartment in a kind of giant auto-da-fé, defying the National Library of Israel that won the case. If I can't have it, you can't either. And a Bachmann-esque and Kafkaesque end to the whole story. La conversation se termine et ma première réaction, c'est de me dire, bon, elle ne fume pas. Donc, qu'essaye-t-elle de me dire ? Et je me suis demandé si elle n'était pas en train de me parler d'une possible fin cauchemardesque à toute cette histoire, puisque donc le tribunal avait donné raison à Israël, elle avait perdu, et donc pour finir l'histoire totalement, quelle meilleure manière que de brûler tous les manuscrits en une espèce d'autodafé absolue, comme manière de dire, eh bien, puisque je ne peux pas avoir ces manuscrits, personne ne les aura. Ce qu'on entend, je pense, à travers tout ce récit-là, et ce que moi je trouve absolument fascinant dans cette histoire, c'est les liens
qui se forme entre l'œuvre elle-même et son destin, ou cet itinéraire posthume. Et va au feu que vous voyez là en image et qui ressemble tellement à un oiseau, je trouve, là-dessus, pourrait être un personnage de Kafka et bien d'autres situations au-delà du procès. Donc on a évidemment beaucoup fait le parallèle entre ces procès et l'œuvre de Kafka, mais au-delà de ça, est-ce que ça aurait pu arriver à d'autres manuscrits, cette histoire ? Yeah, as you say, it's quite incredible. She thought of herself as a Kafkaesque character in several senses. One, she went through many, many lawyers, okay? Just like Josef K. in the novel The Trial, these lawyers are not meant to elucidate points of law. Their function is actually to obfuscate and to make it more difficult for the defendant. Eva Hofe, effectivement, se voyait elle, comme un personnage de Kafka à plusieurs niveaux. Premièrement, pendant ses procès, elle a multiplié les avocats, tout comme Joseph K. dans le procès. Et dans ce roman, les avocats ne sont pas du tout là pour élucider et pour résoudre des points de droit, mais au contraire pour compliquer la vie des personnes impliquées. Second, she thought of herself, she perceived herself as a single solitary individual up against these huge, formidable, state-backed powers. Deuxièmement, elle se voyait comme un petit individu solitaire confronté à des pouvoirs immenses, pouvoirs institutionnels. Third, she thought of this case as being lost from the start. Joseph K. in The Trial, he can never even hope for an acquittal. All he can hope for is postponement, to defer the inevitable verdict as long as possible and to live in the meantime. And I think Eva Hofe had the same kind of view. She couldn't hope to win, but she could hope to defer and to postpone as much as possible. Et troisièmement, sur les procès en eux-mêmes, elle les voyait comme perdus dès le départ, perdus d'avance. Joseph K. ne peut pas espérer un acquittement, il ne peut qu'espérer un report qui lui permette de vivre un peu plus longtemps. Et c'est un petit peu comme ça que Eva Hofe voyait la chose. Elle n'espérait pas gagner, mais elle espérait gagner le plus de temps possible. Si on en revient à la question des appartenances nationales, de cette question-là, sans mettre un drapeau, c'est-à-dire sans justement avoir une réponse tranchée à cette question de à qui appartient Kafka, à quel pays aujourd'hui peut-il appartenir, puisque la question est un peu absurde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lieu juste ? En fait, c'est ce que je me suis demandé. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu juste pour que ces manuscrits reposent ? Et est-ce que ce juste lieu n'est pas finalement Jérusalem ? I think you and I share something in our books, which was we try not to polemicize. I think that what's most important for me in this story is the great irony that it's not just a court case about any writer or any two countries. It's a court case about a writer who himself resisted in his life forms of belonging, the invitations and temptations of belonging, and in his work, I really think that there's something deep in his work that is sort of born of the refusal to belong. Therefore, the irony, the great irony of everyone 100 years after his death making possessive claims on the least possessive of writers is really something extraordinary. I'll just mention one of my favorite quotes. Kafka says to his friend Max Brod, he's talking about how our possessions don't always work in the way that we think that they might. And he says, Max, everything that I possess is directed against me.
and everything that is directed against me is no longer in my possession. Alors, je crois qu'on partage tous les deux quelque chose en commun dans nos ouvrages, c'est qu'on refuse la polémique. Et je pense que, pour moi, ce qu'il y a de plus important dans toute cette histoire, c'est vraiment l'idée d'ironie absolue. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment du procès d'un écrivain, ni du procès de deux pays. On parle vraiment d'un écrivain là qui, toute sa vie durant, a résisté à cette notion d'appartenance, à la tentation d'appartenir, qui a toujours refusé l'appartenance. Et donc l'idée que 100 ans plus tard, des gens viennent avec des exigences d'appartenance alors qu'il s'agit d'un écrivain qui a toujours refusé cela m'apparaît comme assez extraordinaire. Mais je voudrais vous parler d'une anecdote, d'une conversation que Kafka a eue avec Max Brod sur la notion de possession. Kafka dit à Max, tout ce que je possède fonctionne contre moi. Et tout ce qui fonctionne contre moi, je ne le possède plus. And maybe on the subject of possessiveness, I'll mention that I also interviewed the director of the Marbach Literature Archive before the verdict. I said to him the obvious question. I said, look, both you and the National Library have pledged that whoever wins will digitize all the manuscripts and make them available to scholars around the world. Why does it really matter where geographically a writer's or an artist's archive is? Et sur la question de possessivité, j'ai interviewé le directeur des archives de Malbach juste avant que le verdict tombe et je lui ai demandé, écoutez, vous avez aussi bien vous que la Bibliothèque nationale d'Israël accepté, si vous gagnez, de numériser les manuscrits pour qu'ils soient mis à disponibilité des universitaires dans le monde entier. Alors pourquoi est-ce que ça compte autant de savoir géographiquement où se situent ces manuscrits? And his reply was unbelievably German. Sa réponse a été incroyablement allemande. He said, well, in this case it does matter, because if these manuscripts of Franz Kafka end up in Jerusalem, then Kafka will be read narrowly as a Jewish writer. Il m'a répondu si l'issue compte, parce que si les archives reviennent à Jérusalem, alors Kafka sera lu comme un auteur juif. And if, on the other hand, we win the right to purchase Kafka's manuscripts, then Kafka will be read in the most universal European humanistic tradition. Alors que si nous gagnons, alors Kafka sera lu dans la tradition universaliste européenne humaniste. And this is where a German public intellectual has zero self-consciousness about what they're saying. Et c'est là qu'on voit qu'un intellectuel allemand ne sait absolument pas de quoi il parle. Peut-être pour ouvrir la discussion avec vous qu'on va bientôt ouvrir, et aussi pour comprendre peut-être de manière encore plus profonde les enjeux, j'ai envie de raconter, si tu m'autorises, l'histoire qui fait l'objet du livre suivant que tu as écrit, qu'on voit apparaître ici, qui est un livre sur Bruno Schulz. Et donc, tu pars de l'histoire, elle aussi récente, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, des fresques peintes par Bruno Schulz dans une villa qui est en actuelle Ukraine. En actuelle Ukraine. C'est ça ou pas? Oui. Voilà. Donc, dans un ghetto, ces fresques sont peintes sur ordre d'un nazi par Bruno Schulz. Le nazi, sachant qu'il dessine, lui demande de peindre le mur de la chambre de ses enfants à l'intérieur de sa villa, ce qu'il fait très peu de temps avant d'être assassiné par balle dans la rue par un nazi dont on ne sait pas si c'est le même exactement ou pas. En tout cas, il est tué juste après.
Et là, très récemment, dans les années 2000, deux hommes décident de faire un film documentaire sur Bruno Schulz et décident de retrouver ces fresques. Donc ils frappent à la porte d'un appartement un jour et demandent aux gens s'ils peuvent gratter leur mur. Ils retrouvent la fresque peinte par Bruno Schulz, sauf que Israël et le Mossad en ont connaissance de manière très rapide et décident, dans une opération secrète, de venir et de récupérer ces fresques sans prévenir personne, sans aucune compensation nulle part, et les rapportent en Israël. Elles sont aujourd'hui à Yad Vashem. Donc on comprend bien le lien qu'il y a entre le travail sur Kafka et ce livre-là, et peut-être que ça nous éclaire d'une autre manière les questions qu'on a essayé de soulever aujourd'hui. Schulz écrivait en polonais. Oui, tout à fait. Ah oui, non, alors là, comme ce sont des fresques, on n'a pas tellement la question de la langue. Bruno Schulz was both he had two forms of genius, actually. He was first known as an artist for his graphic genius, and secondly, that was in the 1920s. In the 1930s, he became very well known for his two books of short stories. I would say that the relation of Kafka to German is parallel to the relation of Schulz to Polish, which is to say complete mastery, such a mastery as if they had invented the language. Alors, Bruno Schulz était connu pour deux choses. Il a d'abord été considéré comme un génie pour ses œuvres artistiques et graphiques, et ensuite, dans les années 30, pour deux collections de nouvelles, recueils de nouvelles. Et je dirais que le rapport qu'entretenait Kafka à la langue allemande est le même que celui qu'entretenait Bruno Schulz au polonais, en ce sens qu'il y avait une maîtrise si parfaite de la langue qu'on aurait pu dire que c'était eux qui l'avaient inventée. And so you're right to say that there was a structurally similar debate when the three agents from Yad Vashem and the Mossad went to the small town where Schulz spent his entire life. It's called Drohobych, in present-day Western Ukraine, and literally chiseled fragments that we're seeing on the screen now off of the wall where Schulz had painted them in 1942, shortly before he was killed, and smuggled them against many, many international treaties back to Jerusalem. Alors effectivement, le débat tourne autour des mêmes idées finalement, puisque quand ces agents du Mossad et de Yad Vashem sont arrivés dans ce tout petit village d'Ukraine et arrivent et commencent à gratter le mur et à prendre des bouts de mur pour les ramener à Jérusalem contre toutes sortes de traités internationaux, on a quand même quelque chose d'assez rocambolesque. You might say it was a kind of forced aliyah. Oui, une alia forcée. So here too there was a scandal of belonging. Does Schulz belong to the Polish language, of which he was a master, or does he belong to Yad Vashem as a Jewish victim of the Shoah? Et donc là aussi, même scandale d'appartenance, appartenait-il à la langue polonaise ou à Yad Vashem en tant que victime de la Shoah? Et donc ce livre devrait être bientôt traduit en français, et je sens que la salle bouillonne et qu'il va y avoir des échanges. Mais avant, je voudrais qu'on vous remercie beaucoup d'être venus, et merci à Marie Furthner pour la traduction. Alors, vous pouvez donc poser vos questions dans la langue que vous voulez. Enfin, en français ou en anglais, on va s'en tenir à ça.
Merci beaucoup pour votre conférence. Vous n'avez pas du tout mentionné la République tchèque, alors que la République tchèque considère Kafka comme un auteur national tchèque. Est-ce qu'ils sont intervenus dans toute cette histoire, dans ce procès? Et sinon, pourquoi pas? That's a very good question. I think, Pardon. Et quelle est la position aujourd'hui du sentiment national tchèque vis-à-vis de Franz Kafka? That's a very good question. I'll start by saying I think one way to understand Kafka's position is to say he was a member of the Jewish minority, of the German-speaking minority, of the Czech minority within the Austro-Hungarian Empire. Alors, c'est une très bonne question et je pense que pour comprendre comment Kafka se positionnait, il faisait partie de la minorité juive, de la minorité allemande et de la minorité tchèque dans l'Empire austro-hongrois. So I think one of the reasons the Czechs did not get involved here is mostly because of language. As you know, Kafka relied on his translator, Milena Jazenska, to be translated, for his works to be translated into Czech. Donc si les Tchèques ne sont pas intervenus, c'est principalement pour des questions de langue, je pense. Alors vous savez que Kafka comptait sur Milena Jazenska pour cette traduction. And finally, there was the question of, some countries have an arms race and other countries have a manuscripts race. In the manuscripts race, the main holders of Kafka's manuscripts are now Israel, Germany, and the Bodleian Library in Oxford. By the way, all three are now mounting a major exhibition for the centenary year, and very few of the manuscripts are today in Prague. Et puis ensuite, je dirais que certains pays ont une course à l'armement, d'autres une course aux manuscrits. Et là, vraiment, les pays les plus impliqués dans cette course, ce sont Israël, l'Allemagne et puis, dans une certaine mesure, Oxford, et qui va d'ailleurs fêter le centenaire. Et il reste très, très peu de manuscrits, finalement, à Prague. And once I gave a talk in Vienna, and a member of the audience said, "But of course, Kafka was Austrian." Une fois, j'ai fait une rencontre à Vienne et quelqu'un a dit, mais enfin, Kafka était autrichien. Mais est-ce que je peux compléter peut-être avec une question que je me pose là-dessus? Est-ce que c'est pas aussi lié à l'histoire de la Tchécoslovaquie après, le fait que justement Kafka ne soit pas devenu tout de suite un héros national? Au contraire, il était plutôt gênant. Il y avait quelque chose de gênant dans son œuvre et on l'a plutôt mis de côté. Yeah, I think there's a whole story to be told about the ways in which Kafka's writings were suppressed behind the Iron Curtain in the communist bloc. Actively suppressed because they didn't fit in with the overriding dogma of socialist realism. They were the very opposite of that in some senses. And there's a whole story to be told also about how those who were involved in the Prague Spring of 1968 looked to Kafka, renovated Kafka, you might say. And so but maybe that's a separate book that you should write, is the Kafka reception behind the Iron Curtain, and how actually both of these figures, Kafka and Bruno Schulz, were part of a very famous series that Philip Roth edited in the United States called Writers from the Other Europe, to bring such writers precisely from behind the Iron Curtain, in this case to Western audiences. Je pense que ça répond aussi un peu à la question. Alors, oui, il y aurait toute une histoire autour de l'écriture de Kafka et comment celle-ci
a été réprimé par le bloc communiste, tout simplement parce que son écriture, ou certains aspects de son écriture, ne correspondaient pas au dogme du réalisme social à l'époque. Et il y aurait tout un roman à écrire autour du renouveau lors du printemps de Prague, etc. Donc il faudrait peut-être finalement écrire un roman autour de la réception de l'écriture de Kafka derrière le rideau de fer. Alors par ailleurs, Philip Roth a écrit un roman, mais comment il s'appelle en français? C'est pas un roman, c'est un... Enfin, c'est un essai ou une collection qui s'appelle De l'autre Europe, c'est ça en français? Les écrivains de l'autre Europe. C'est une collection. Une collection qu'il a éditée et fait publier. Let me just add a footnote, if I may. So, when the Soviet tanks rolled into Budapest, the famous intellectual Gheorghe Lukács was arrested, and he had written against Kafka before 1956. He was arrested. He was sent to some bizarre castle in Romania where he was not told the charges against him, and he is supposed to have said to a colleague, "Ah, so Kafka was a realist after all." Alors, petite anecdote, quand les tanks sont arrivés sur Budapest, Lukács a été attrapé. Alors, il avait écrit contre Kafka avant 1956, mais donc il a été arrêté, emmené dans un château au fin fond de la Roumanie, et il aurait dit à ce moment-là, ah, finalement, après tout ça, Kafka était bel et bien un réaliste. Oui, c'est bon. Alors, je reviens à Israël. Alors, après ce procès, après avoir gagné ce procès, quel est, premièrement, le statut des publications? Est-ce que c'est comme en France, une énorme publication comme la Pléiade l'a fait, mais en hébreu, en traduction? Et est-ce qu'il y a une école ou des écoles en Israël pour étudier ce Kafka qui est devenu patrimoine national, d'après ce que vous dites et ce qui a été dit? The short answer, thank you for the question, is yes. There's been a revival of interest in two figures, both in Max Brod, trying to publish him in Hebrew and to bring him out of the shadow of Kafka's genius, you might say. And second, a renewed interest in the writings of Kafka. Just about a month ago, there's a new Hebrew translation of The Trial by Ilana Hammerman. At exactly the same time, my own book was published in Hebrew. And there are scholars who are coming from many places in the world to look at the manuscripts in the National Library. And the final thing I'll mention is that among these manuscripts are not just texts. There are also more than 100 Kafka sketches and drawings. Maybe 90% were not known before, and those have been also photographed and have been published. Donc oui, il y a un regain d'intérêt, à la fois pour Max Brod, dont on publie un certain nombre d'écrits en hébreu, et de Kafka, évidemment. Il y a un mois est sorti en hébreu le Procès, en même temps que une nouvelle traduction. Bah non, c'était la première, je crois. Il y a un mois? Non. Oui, une nouvelle traduction en hébreu. Voilà, à peu près en même temps que mon livre a été publié en hébreu. Beaucoup d'universitaires viennent à la bibliothèque pour faire des recherches et voir les manuscrits. Il faut savoir que dans ces manuscrits, il n'y a pas que des textes, mais également des dessins faits par Kafka. À 90%, ceux-là n'étaient pas du tout connus. Ils ont été désormais photographiés et publiés. Hello, and I have a question about the way Kafka was considered in the Czech Republic at the time between 1919 and 1939, when 38, when it was actually independent and it was sort of learning not to be an Austro-Hungarian country anymore. What was the status of somebody like Kafka within that?
Oui, quel était le statut de Kafka avant 1938? Comment était-il considéré à Prague avant l'arrivée des nazis, mais à partir du moment où ils étaient déjà indépendants et ne faisaient plus partie de l'Empire austro-hongrois? We have a Czech writer here, Magdalena Placova. Maybe you'd be better at answering that from the inside, from the Czech language. No? I don't know that story in detail. I know the story only really up until 1924, the year of Kafka's death, in which I mean, the basic part of that story is, of course, as you know, Kafka wrote for German periodicals, and up to the time of his death was not very well known in Czech-speaking circles. As far as between then and the Second World War, I'm not very familiar with the reception history there. Alors, je ne connais pas cette partie-là de l'histoire en détail. Je peux vous dire que jusqu'à 1924, en tout cas, Kafka écrivait pour des périodiques allemands et il n'était pas, ou en tout cas très mal connu des cercles tchèques. Pour ce qui est de 1924 et jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas tout à fait certain. I'll just add one footnote, which is that Kafka twice in his diaries writes about anti-Semitic outbreaks in Prague. The first is the year after his bar mitzvah, when he was 14 years old. We saw the bar mitzvah picture here. He writes about one such outbreak. And the second is in 1920, so 4 years before his death, there was another cycle of violence, including the burning by fire of some of the archives and Torah scrolls in the Altneu Shul, the Altneu synagogue in the old city of Prague. So that's also part of the story, and it's part of the story that's on his mind as well, I think. J'ajouterais en revanche que dans les journaux de Kafka, on peut lire qu'il parle d'incidents d'actes antisémites très très forts à deux moments précis. Lorsqu'il avait 14 ans après sa bar mitzvah, on a vu la photo au tout début de la rencontre, et à nouveau en 1920, c'est-à-dire 4 ans avant sa mort, où là, il y avait eu des incendies, des archives, des Torahs brûlés dans la synagogue de la vieille ville de Prague. Et donc je pense que cette partie de la grande histoire était dans l'esprit de Kafka. Bonjour, merci pour votre conférence. J'ai adoré votre livre qui m'a éclairé à la fois sur un procès, comme vous l'avez dit, absolument extraordinaire, mais surtout sur la position de Kafka par rapport à ces questions. C'était très intéressant, mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé que vous n'avez pas développé un point qui est très intéressant dans votre livre, qui est l'état des études et des archives et de l'université en Israël au moment du procès, où vous avez, dans votre livre, bien expliqué qu'il y avait, d'une certaine manière, pas tellement de légitimité du point de vue d'Israël d'avoir ces manuscrits plus que l'Allemagne. Au contraire, l'Allemagne faisait des études, travaillait sur Kafka, de manière, parce que c'était pour eux un très grand écrivain, ce qui n'était pas le cas de l'université en Israël, qui n'avait pas les moyens intellectuels ou, disons, processuels de... Voilà. Thank you. You're right to say that in a certain sense, for the reasons that I mentioned, Israel was a latecomer to academic Kafka scholarship. Sorry, could you say that again, because there are too many people talking. Yeah, I'll just say that you're right to say that in one sense
Israel was a latecomer to academic Kafka scholarship. Alors, vis-à-vis Germany, of course. Évidemment, si on compare Israël à l'Allemagne, il est juste de dire que Israël est arrivé relativement tard dans l'étude universitaire de l'œuvre de Kafka. But of course, the question of scholarship is only one dimension of this larger story, and maybe even not the most important dimension. Mais la question universitaire n'est qu'un seul des aspects de toute cette histoire et ce n'est pas nécessairement le plus important. Philip Roth, to mention him again, has a novella called The Prague Orgy, in which he has a Czech writer say the following. Okay, it doesn't matter. Donc, Philip Roth, pour parler de lui à nouveau, a écrit une longue nouvelle qui est située à Prague. He said Avec une orgie, mais je ne connais pas le titre en français. Donc avec une orgie, ok. L'orgie de Prague ou quelque chose comme ça. It doesn't matter. The line is this. He says, the fate of Kafka's legacy among the Kafkaologists is even more grotesque than the fate of Joseph K. in the novel. Attends. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle, un des personnages dit à un moment le destin du patrimoine de Kafka par les kafkologues est encore plus grotesque que ce qui arrive à Joseph K. dans le roman. So you're absolutely right that in terms of scholarship, if you want to work on the critical edition of the writings of Franz Kafka, Germany is the place. On the other hand, there is also, to bring back this theme of rescue, I think there's something to be said that the manuscripts of Franz Kafka, it was no coincidence that they ended up in Tel Aviv. Alors, si on s'arrête sur le plan universitaire, évidemment, l'Allemagne est le lieu idéal. Mais n'oublions pas cette notion de sauvetage. Les manuscrits ne sont pas arrivés par coïncidence à Tel Aviv. And finally, I'll maybe mention that in general, what came through to me in this case is that Israel does not only perceive itself to be a place of ingathering of the exiles, to be a place of refuge for those who need refuge, but also to be a place for the ingathering of material culture, as in the manuscripts of Franz Kafka or the artworks of Bruno Schulz. Et pour finir, je dirais que à mon sens, Israël ne se voit pas simplement comme un lieu de rassemblement pour des exilés ou un lieu de refuge pour ceux qui en ont besoin, mais se perçoit comme un lieu dans lequel on rassemble un matériel culturel comme celui de Kafka, comme celui de Bruno Schulz. In 1939, you know that Max Brod was desperate to get out of Europe, and he was dangling the manuscripts of Franz Kafka as a bait, trying to get a job at Princeton University in the States. And even that wasn't enough. Alors, en 1939, alors que Max Brod était relativement désespéré et cherchait par tous les moyens à fuir l'Europe, il utilisait les manuscrits de Kafka pour essayer d'obtenir un poste à Princeton aux États-Unis, et même ça n'a pas suffi. Alors, on va prendre peut-être une dernière question, mais pour les autres, sachez que Benjamin est à la librairie ensuite pour signer son livre, ses livres, et pourra donc répondre à vos questions. Alors ma question porte sur le début de l'histoire, c'est-à-dire le moment où Max Brod ouvre l'enveloppe qu'on a vue tout à l'heure à l'écran. Et il prend une décision qui est quand même assez exceptionnelle. Il décide de ne pas respecter la volonté de Kafka. Je voulais savoir s'il s'était exprimé sur les raisons qui l'avaient conduit à cette décision. Quel dilemme ça a été pour lui?
Yeah, that's a great question. He spends, so Max Brod was not only the closest friend and like the literary promoter of and posthumous editor. He was also the first biographer of Franz Kafka. In 1937, he publishes his first biography. Alors, il faut savoir que Max Brod n'était pas seulement le meilleur ami, l'ami le plus proche de Kafka, mais aussi son agent littéraire, mais aussi son éditeur. Mais ça a aussi été son premier biographe. Il a sorti sa première biographie en 1937. And in that biography, he rationalizes his own decision to betray the will of Kafka. Et dans cette première biographie, il explique pourquoi il n'a pas suivi les dernières volontés de Kafka. And essentially he says, look, Kafka raised this issue with me when he was still alive. He asked me to do this when he was still alive. And even then, I said, if you want this to get done, ask someone else. Et il explique que quand Kafka était encore en vie, c'était quelque chose dont ils avaient déjà parlé. Et Max lui avait déjà dit très clairement, si c'est ça que tu veux que je fasse, alors demande à quelqu'un d'autre. Et il a même, j'ajoute juste pour terminer, que dans une postface au procès, il a aussi publié le testament. Il a commencé en fait à publier Kafka en publiant le testament lui demandant à lui de ne pas publier. Donc il était dans un rapport en tout cas très délibéré et transparent à ça. Il aurait pu le faire lui-même aussi. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous deux.